Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau plateau télé du CIAN, le salon des industries du Grand Sud. On va parler de réindustrialisation, on va parler également de French Fab avec nos intervenants du jour. Je fais d'abord un premier tour de table avec à mes côtés Julien Norona. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif en charge de la communication chez BPI France. Merci d'être avec nous sur ce salon de l'industrie du Grand Sud. À vos côtés, nous avons Philippe Feugat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional Occitanie de l'OPCO2I, organisme de compétences et de montée en formation de l'industrie. On va voir ça avec vous dans quelques instants. De l'autre côté, nous avons Anne-Cécile Brigaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice régionale Occitanie, Occitanie-Toulouse de BPI France. Et enfin à vos côtés, celui qu'on ne présente plus ou presque, Didier Katzenmayer, en sa qualité de président de l'UIMM MP Occitanie. Bonjour Didier. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de French Fab, on va parler de réindustrialisation, mais il faut savoir que ce plateau télé, cette émission se fait également dans le cadre de la Grande Tablée réindustrialisation, qui est un événement bien connu de BPI France. Est-ce que Julien, vous pouvez nous en rappeler un petit peu la genèse et l'articulation ? Alors la jeunesse de la Grande Tablée ou du Tour de France de l'industrie? Les deux, mon capitaine. Les deux. Parce que la Grande Tablée, la genèse, elle est très festive. Hein. D'accord. Comment faire en sorte de créer un grand déjeuner très fraternel entre entrepreneurs, institutionnels, finalement tout l'écosystème qui les accompagne et faire ça de manière simple. On est autour de la table, comme dans le village d'Astérix, avec des bols sur la table, on roule pas ensemble, et puis on ressort avec des bons contacts et un vrai moment de joie partagée pour toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien. Et celles et ceux qui œuvrent au quotidien, c'est en grande partie les industriels. Vous savez qu'on a un enjeu national de réindustrialiser le pays, après une grande phase de désindustrialisation qui a duré une quarantaine d'années. On se rend compte qu'on a besoin, pour plein de logiques différentes, hein, que ce soit de souveraineté, que ce soit simplement de savoir-faire et aussi d'innovation française, de réindustrialiser le pays. Pour faire ça, il y a plusieurs leviers. Il y a des leviers déjà de développement des PME et des ETI industrielles existantes. Donc là, on les accompagne sur leur transition écologique et énergétique, on les accompagne sur leur digitalisation et donc leur transformation digitale, et on les accompagne vers l'export. À côté de ça, on a un enjeu quand même de créer 100 sites industriels par an. Réindustrialiser le pays, c'est avoir des industries de pointe, des industries très innovantes. Et pour faire ça, on a besoin de talents. Et pour recruter des talents, il faut qu'on travaille sur l'attractivité du monde industriel. Et le Tour de France de l'industrie, il est né de ce constat-là. Comment faire pour que la jeunesse française, la France en général, hein, mais là particulièrement sur son Tour de France, la jeunesse, et c'est pour ça qu'on le fait avec nos amis des OPCO2I, comment faire pour qu'ils développent une nouvelle vision de l'industrie, pas celle qu'on apprend forcément dans les livres d'éco, sur les grands modèles industriels qui ont pu exister par le passé. L'industrie s'est complètement transformée. Aujourd'hui, elle est dans une industrie, c'est un monde extrêmement propre, extrêmement familial, puisque c'est souvent des entreprises familiales sur plusieurs générations ou des belles histoires de reprise d'entreprises. C'est des entreprises sur lesquelles on fait de la robotique, sur lesquelles on fait de l'export, sur lesquelles on crée du sens en termes de transition écologique et énergétique. Et ça, les jeunes ne le savent pas. Donc il fallait leur dire. On leur dit bien sûr par leurs moyens, le digital, avec des influenceurs, le TikTok, tous les réseaux sociaux. On le fait beaucoup. Mais il n'y a pas mieux que de les amener dans les sites industriels. Et donc on a décidé avec les OPCO2I, avec Transdev aussi, de créer des bus qui parcourent les écoles de France. Donc ils prennent des collégiens le matin, des lycéens le midi, des post-bac l'après-midi. On leur dit pas forcément la même chose, mais on les amène tous dans l'industrie. Donc à chaque fois, il y a un industriel qu'on remercie, une femme, un homme qui porte un site, qui les reçoit, qui leur explique tout ce que je viens de dire sur ce qu'est l'industrie d'aujourd'hui. Et on voit vraiment les mentalités changer entre le moment où on les prend à la sortie de l'école, où ils nous regardent un peu avec les yeux ronds, et le moment où ils sortent de l'industrie, où ils ont un regard plus pétillant qui regarde l'avenir. Ça, c'est évidemment le Tour de France des industries. Alors, j'allais vous demander si ça marche, mais vous êtes en train de me dire que l'accueil est bon. L'accueil est extraordinaire. On l'a testé avant de le lancer au niveau national, mais on voit bien en fait, on voit tout de suite qu'on casse des barrières mentales autour du monde de l'industrie auprès des jeunes, et donc ils ressortent en se disant ok, c'est peut-être aussi pour moi. Et le grand rêve, c'est qu'à la maison, dans les familles, on ne dise plus si tu travailles mal à l'école, tu iras à l'usine, mais plutôt si tu travailles bien à l'école, tu iras à l'usine. Très bien. Didier Katzenmayer, je vous fais réagir sur ce qui vient d'être dit par Julien Norona. Est-ce que vous diriez vous aussi que l'image de l'industrie ces dernières années, elle a changé, elle s'est modernisée, elle est plus en phase avec la réalité de la société ? Alors, est-ce qu'elle a réellement évolué ? Je ne suis pas certain qu'elle le soit encore.
Je m'explique. Aujourd'hui, la place de l'industrie, on fait un constat indéniable. On sait que sans industrie, on n'aura pas de la valeur ajoutée dans le pays. Ça, c'est un fait. Deuxième constat, on voit très bien qu'un emploi qui est généré dans l'industrie en génère 3 dans les services. Et les services sont de plus en plus présents dans le monde industriel qui nous entoure. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des systèmes industriels qui sont de plus en plus complexes et dans lesquels les services qui apportent une solution, notamment sur des systèmes industriels plus intelligents, vont provoquer et vont quelque part amener là une accélération de business dans ces sociétés. Les offreurs de solutions, et je pense qu'on a ici même dans ce salon beaucoup de gens qui vont nous offrir des solutions pour pouvoir répondre à nos enjeux. Est-ce que maintenant on considère que l'industrie est vue d'une manière différente depuis quelques années ? Je pense qu'on est en train d'évoluer vers ce changement qui, comme tu le disais précédemment, était mal vu, notamment par les parents, notamment par les jeunes, notamment par des gens qui n'ont une méconnaissance de l'industrie. Ils avaient le sentiment qu'on était encore sur un cycle très vieillissant et dans lequel la technologie n'était pas présente, dans lequel la féminisation n'était pas possible. Donc on était sur cette tendance. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on y arrive ? Est-ce qu'il faut continuer ce travail pédagogique ? Oui. Je pense qu'on en est juste au démarrage. Donc il faut là changer la courbe et la tendance pour pouvoir donner cette image qui est une image de modernité, une image de technologie. Et ça, c'est le but même de ce salon Sian qui a pour objet, notamment avec le tunnel immersif de la plateforme Paddock, d'amener cette ouverture et cette réflexion. Voilà. Je me permets de rebondir, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Didier. L'industrie, c'est du temps long et la réindustrialisation sera un temps long, y compris dans le phénomène d'attractivité. Donc oui, des événements comme celui-là, c'est fondamental et il faut amener de la jeunesse dans ces événements. D'ailleurs, on en voit beaucoup traverser les allées. Je ne sais pas si on les voit derrière nous sur les caméras, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Ça va très bien avec cette idée de bus, ça va très bien. Et ce que je voulais juste ajouter, c'est que vous voyez, on a tous un petit coq bleu là. Oui, même moi je l'ai. Même vous l'avez. Voilà. Et ce coq bleu, il n'appartient à personne. C'est en fait l'étendard de l'équipe de France de l'industrie. Parce que pour accélérer ce temps long qu'évoquait Didier, il faut que toutes les forces qui œuvrent aujourd'hui autour de la réindustrialisation du pays. Aujourd'hui, vous avez l'UMM, les OPCO2I, BPI France, on est beaucoup. Tous ensemble, il faut qu'on se mette en équipe. Parce que plus on va se mettre en équipe, plus on ira vite et plus on arrivera à remplir l'objectif et gagner le pari de la réindustrialisation. Alors, cette réindustrialisation, elle est également aussi dépendante du contexte national et international. Didier, c'est un sujet sur lequel, évidemment, vous travaillez et vous prêtez un regard attentif. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, eu égard tous les vents contraires qu'on a dans le contexte qui est le nôtre, on a un contexte géopolitique qui nous a montré nos faiblesses et nos fragilités. Je reviens un petit peu en arrière. On a vu qu'une pandémie, avec une crise sanitaire, nous avait tous largement impactés au niveau international et que derrière cette crise sanitaire, s'est enchaîné des conflits. Et on a bien vu que les notions de souveraineté étaient aujourd'hui la réalité du pays, la réalité d'une Europe qui malheureusement est beaucoup plus fragile qu'on pourrait le penser, et également des puissances internationales qui, eux, déploient avec des capitaux, avec des ressources tout autres que les nôtres. Donc la question de souveraineté est au sens de nos préoccupations. Et quand on pense souveraineté, on pense industrie. On peut penser ça dans les activités, par exemple aéronautique, civile et militaire. On peut penser ça également dans des activités maritimes, et on le voit très très bien. On peut penser ça dans des activités liées à l'énergie, et on le voit bien que notre indépendance sur la volonté que l'on a ou pas de rentrer dans une politique d'énergie qui s'appuie notamment sur le nucléaire nous permet là aussi d'avoir cette indépendance, mais pas que. Je rappelle une chose, c'est qu'aujourd'hui, les matières premières sont une problématique
à l'échelle industrielle pour toutes les filières et que la notion là de métallurgie est au centre du débat. Autre point, si vous lisez aujourd'hui la presse, vous avez bien vu qu'il y a encore des difficultés entre la Chine et Taïwan. Et vous savez très bien que le centre de gravité, le barycentre de la fabrication des composants électroniques à l'étage international est basé principalement du côté de Taïwan. Donc on voit bien la fragilité que l'on a aujourd'hui sur des sujets qui sont stratégiques. On l'avait bien vu avec les fameux masques qui nous manquaient lors de la pandémie. On le voit avec nos médicaments. On le voit avec tout un ensemble là de sujets. Donc oui, derrière l'industrie, il faut qu'on ait d'abord cette conviction qu'on ait une souveraineté sur des sujets majeurs et qui nous permettent de garder cette indépendance. Et c'est là, on peut, en ce moment-là, dérouler tout un processus qui va aller chercher quoi? Qui va aller chercher de la technologie, qui va aller chercher des compétences, des métiers. Et c'est là où on se rejoint. C'est-à-dire comment on fait pour bâtir là une stratégie offensive et non plus défensive pour pouvoir gagner là cette indépendance. Très bien, donc je vois le constat qui est posé, qui ramène aussi sur de la compétitivité. Et pour garantir la compétitivité sur les entreprises industrielles, eh bien, BPI France travaille également pour accompagner les entreprises. Alors, Anne-Cécile Brigaud-Dabadi, on a la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'accompagnement de la Banque publique d'investissement BPI France, justement pour les entreprises industrielles de la région Occitanie? Oui, alors je pense qu'avant de parler de l'accompagnement de BPI France, il faut aussi se remettre dans le contexte. Et évidemment, Didier en a parlé. Aujourd'hui, l'industrie, c'est environ 9% du PIB. L'objectif à 2035, c'est que ça passe à 12%. C'est un objectif qui est ambitieux, mais qui est atteignable. Pour y arriver, 2/3 du chemin sera fait par les entreprises existantes, en modernisant leurs capacités, en augmentant leurs capacités, en créant des nouveaux sites industriels. Et 1/3 du chemin sera fait par les gigafactories, par les start-up industrielles. Donc une fois qu'on a dit ça, comment BPI France répond à cet enjeu de réindustrialisation? Eh bien, en fait, on mobilise l'ensemble de nos métiers chez BPI France pour permettre une industrie qui va être plus moderne, plus verte, plus tournée vers l'international et plus compétitive. Donc on va l'aborder sur 4 axes. Donc c'est favoriser l'implantation de grandes usines, de gigafactories. On peut citer un exemple en Occitanie, par exemple Genvia, sur Occitanie Est, qui est en train d'éclore. Sur l'hydrogène, tout à fait. Sur l'hydrogène, exactement. Demain, on aura peut-être Skeleton, qui viendra du côté de Toulouse sur les batteries très puissantes. Le deuxième axe, c'est rapprocher les startups du monde industriel. Et donc, c'est créer l'industrie de demain avec des startups industrielles qui vont, elles, créer des nouveaux sites. On peut citer comme exemple sur l'Occitanie et notamment Toulouse que nous avons accompagné l'année dernière, c'est le projet Ipsophène, qui est la création et l'industrialisation de procédés sur le paracétamol, et donc qui a choisi Toulouse pour s'implanter ici et qu'on a accompagné financièrement avec des outils de financement patient. Le troisième axe, c'est évidemment accompagner tous ces industriels qui sont présents aujourd'hui, qui ont besoin de se moderniser, qui ont besoin d'innover et qui ont besoin d'être plus compétitifs et plus verts. Et là, on va mobiliser des solutions de conseil où on va pouvoir travailler sur des thématiques d'industrie 4.0, d'excellence opérationnelle, mais également des diagnostics pour se décarboner. Et puis enfin, on en a parlé, il y a la visibilité, parce que ça passe aussi par cette visibilité où l'industrie va attirer des talents. Et donc le Tour de France des industries en fait partie, où on va pouvoir mettre en lumière ces industriels qui réussissent sur le territoire. Voilà. Très bien, merci pour ce premier état des lieux qui est quand même fort complet. On voit que vous avez quand même pas mal de pain sur la planche pour le coup.
Oui, on a du pain sur la planche. Maintenant, sur 2024, c'est déjà 500 industriels qui ont été accompagnés, plus de 160 missions qui ont été déployées. On les aide à aller à l'international également pour dérisquer, parce que souvent, un dirigeant de PME, l'international, ça lui fait peur. Donc, il faut qu'on lui apporte des outils qui puissent dérisquer ses paiements, dérisquer son change, dérisquer sa prospection. Et là, c'est une quarantaine de dispositifs que l'on a mis en place très récemment sur Toulouse. Très bien. Philippe Feugat, on ne vous a pas encore entendu évidemment sur cette partie où on voit que l'industrie monte en compétences, l'industrie essaye aussi de se professionnaliser. Se professionnaliser, ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas de se moderniser et de monter un petit peu en gamme. Comment est-ce que justement votre OPCO travaille sur l'accompagnement des professionnels de l'industrie ? Pour commencer, c'est vrai, c'est aussi l'objet du partenariat avec BPI, c'est de travailler sur l'attractivité. C'est vrai que pour rappel, l'OPCO2I, c'est l'opérateur de compétences interindustrielles, donc 29 branches industrielles. Je l'avais dit tout à l'heure, mais en Occitanie, ça représente plus de 7000 entreprises et plus de 180 000 salariés. Donc c'est quand même un champ de jeu qui est important. Et le premier point, c'est l'attractivité. C'est vrai que c'est un enjeu fort porté par l'ensemble des branches constitutives de l'OPCO2I. Donc il est important par nos missions de travailler sur ce sujet. Et donc on déploie au niveau national régulièrement des campagnes pour mettre en avant, via une campagne avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Donc ça nous permet de faire une diffusion large auprès du grand public, par les médias, les pubs dans les cinémas, les panneaux d'affichage dans les bus, etc. C'est des grandes campagnes, on communique largement. Et également, on a des actions dans les territoires où dans le cadre d'événements, de salons, comme on peut avoir des salons TAF, des salons CCI, Nuit de l'orientation, on déploie des stands pour présenter aux jeunes et aux moins jeunes la diversité des métiers qu'on peut avoir dans l'industrie. L'idée étant de changer l'image un petit peu qui peut être négative et de montrer des industries qui sont en pleine transformation. On l'a déjà évoqué, mais des transformations bien sûr numériques et digitales depuis de longues années. Ça fait quand même longtemps qu'on est dans ces phases-là, mais aussi des transformations écologiques avec des entreprises qui ne sont plus du tout comme qu'on peut l'imaginer auparavant, avec des parcours professionnels importants pour les gens qui rentrent dans ces industries, avec des évolutions de carrière, des hommes et des femmes qui peuvent faire de beaux projets dans ces entreprises. C'est vrai que vous avez mis en place un observatoire justement interindustriel pour mesurer les tendances et voir un petit peu sur quel sujet il faut travailler. Et notamment parmi ces sujets, je crois qu'il y a la transition climatique que vous venez d'évoquer et puis l'intelligence artificielle. Oui, deux études d'ampleur qui ont été lancées. La première, c'était sur la transition écologique et son impact sur les entreprises industrielles. Donc, c'est une étude qui a été réalisée en 2022 et les résultats permettent de mettre en avant quand même des choses intéressantes, notamment sur le différence de degré de maturité entre les grandes entreprises et les TPE-PME. On voit que tout le monde n'est pas au même niveau. Et de la même manière, voir que toutes les industries ne sont pas dans la même dynamique et chacune peut avoir des spécificités. Donc ça, c'est sur le côté transition éco. Et de ça, on peut lancer des actions. Ça nous donne des idées pour travailler, apporter du service aux entreprises, pour les accompagner dans ces transitions. Et donc là, toute notre offre de services qu'on déploie régulièrement et qu'on rechallenge régulièrement pour qu'elle soit le plus optimum possible, et bien on l'adapte en fonction aussi de ces résultats-là. Très bien. Dans le Tour de France des industries, est-ce que justement la transition écologique, l'intelligence artificielle, ça fait partie des sujets que vous abordez avec les jeunes que vous rencontrez ? Bien sûr, c'est des sujets qu'on aborde parce qu'ils les voient vivre en live dans les industries. Quand on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, on pense beaucoup aux assistants personnels qui nous permettent de rédiger nos mails ou de poser des questions de culture et autres. Mais la réalité, c'est que l'intelligence artificielle est en train de rentrer dans les chaînes de production de tous les industriels. Ça, couplé à la 5G, à l'électrification de l'industrie, enfin, c'est tout ça le process d'innovation aujourd'hui qui est en place dans toutes les industries françaises. Et ils le voient, ils le voient en direct. Et puis derrière, ils ont beaucoup de questions autour du... Parce qu'il y a cette image, hein, et on est à Toulouse, on est dans le monde de l'aéro, le monde du space. C'est des mondes qui, dans la tête des jeunes, peuvent résonner aussi transition éco. Est-ce que ça pollue tout ça ou pas? Et d'ailleurs, vous allez organiser un bel événement, je crois, demain soir, où des jeunes des battles, où des jeunes vont pouvoir poser des questions directement aux industriels et donc avoir des vraies réponses plutôt que des idées reçues parfois. Donc c'est hyper intéressant et tout ça, nous, on le vit en direct dans les industries où les jeunes sont assez cash finalement dans les questions qu'ils posent, quoi. Alors justement, là on est à Toulouse, donc le Tour de France des industries s'arrête ici, mais vous avez d'autres dates également dans toute la France. Les questions sont les mêmes à chaque fois ?
Les questions sont assez proches, ouais. Sont assez proches finalement. C'est vrai qu'on fait un tour complet du pays. On a commencé à Grenoble, on finira à Paris et on fera tout l'escargot finalement, sans parler du fait qu'on passe en Bourgogne. Mais en tout cas, on a une diversité d'industries qui est très forte. Donc il peut y avoir des questions qui sont liées au secteur d'activité de l'industriel, parce qu'on va dans le textile, on va dans le médicament, on était dans le verre ce matin, on est passé dans des fours industriels, donc ils voient des choses très différentes. Et c'est vrai que sur chaque date, on a à peu près 200 jeunes par date. Mais la réalité, c'est que chaque date est très filmée, très, très diffusée sur les réseaux sociaux. Donc à chaque fois, c'est aussi beaucoup de jeunes qui regardent sur nos réseaux et qui posent aussi des questions. Et on voit que c'est des questions assez transverses. C'est des questions d'initiation. Qu'est-ce que c'est ce monde industriel? Comment ça fonctionne? Et puis après, bien sûr, des questions de sens sur la transition éco. Donc, on peut répondre de manière assez standard, mais toujours avec des spécificités métiers. Et après, spécificité métier, c'est lié au secteur d'activité de l'industrie, mais c'est lié aussi aux écoles qu'on embarque. Parce qu'on a aussi une diversité d'écoles très forte. Il y a des métiers du savoir-faire qui viennent. On a des écoles de production qui vont venir tout à l'heure, des CFA. Et puis on a des métiers d'école de commerce, d'école d'ingé. Donc forcément, là, il y a des questions qui sont orientées de manière très différente. Mais ce qu'on voit bien, c'est que ces jeunes, ils sont en quête d'orientation. Et on essaye de faire en sorte que l'industrie soit une vraie voie d'orientation pour eux. Alors l'industrie est un vrai mode d'orientation. Didier, c'est vrai qu'à Toulouse, on a plutôt tendance à penser à l'aéronautique. Mais l'UIMM, l'industrie, c'est beaucoup plus large que ça. Oui, bien sûr. La focale et le barycentre aujourd'hui sur l'ex-Midi-Pyrénées, il est effectivement tourné beaucoup plus sur l'aéronautique et le spatial, mais il n'y a pas que ça. Si on regarde vraiment toutes les frontières, on voit très bien qu'on a un impact fort sur le ferroviaire, du côté des Hautes-Pyrénées, donc il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer également la pénétration que l'on a sur le marché de l'automobile, donc ça c'est aussi un élément important. Et puis quand on se déporte un peu plus sur l'est de l'Occitanie, on voit qu'on est en jonction avec le couloir rhodanien, et donc là les activités qui sont plutôt liées à des activités d'énergie, où on va retrouver des opérateurs comme EDF, mais pas que. Donc là, on a là une coloration qui est très forte sur ce paysage énergie. On a également, n'oublions pas, la Mécanique Vallée dans le nord de l'Occitanie, et qui fait la jonction entre Nouvelle-Aquitaine et également Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un territoire fort de compétences dans la métallurgie au sens noble et large. Donc là, on a un tissu d'industriels qui œuvrent dans tous les secteurs d'activité. Donc on voit bien qu'on est largement couvert sur tous les métiers. Quand on regarde le territoire du Biterrois, on voit aussi qu'on a là aussi beaucoup de compétences et qui vont au-delà des frontières de l'aéronautique. Donc la méta, c'est quoi? C'est la réunification de tous ces métiers-là et pas uniquement à focale aéronautique. Après, il est vrai qu'on a cette histoire qui nous caractérise et qui fait aussi de nous cette force. Donc c'est cette complémentarité, et on le voit bien quand on voit par exemple le pôle Aerospace Valley, qui a la particularité d'adresser non pas uniquement l'aérospace, mais également la partie système embarqué. On voit bien qu'on a cette compétence. Donc on est multifactoriel. Ce qui est important, et c'est la richesse de notre territoire, c'est qu'on voit qu'on est dans des systèmes de plus en plus complexes, des systèmes mécatroniques, qui allient à la fois le monde de l'informatique, de l'électronique, mais également de la mécanique. Et ça, c'est une caractéristique que nous avons sur ce territoire. Donc on a un panel assez large de compétences sur notre territoire. C'est ce qui en fait notre force, qui en fait aussi notre spécificité. Très bien. Anne-Cécile? Ouais, je voulais rajouter, je pense que Didier a donné une bonne cartographie de la région et de sa diversité. Mais par contre, l'Occitanie, de manière générale, a beaucoup d'atouts. BPI France Le Lab va sortir dans quelques jours une étude sur la réindustrialisation avec un focus sur l'Occitanie. Et ce qui ressort, c'est que l'Occitanie, outre l'attractivité de la région, c'est que premièrement, elle a un foncier disponible, et ça pour des industriels c'est important. Donc elle a une capacité de foncier pour accueillir des nouvelles entreprises qui est très importante.
Le deuxième point, c'est le capital humain. Et là, je te rejoins. Donc, c'est avec toutes les écoles et les centres de formation qui sont sur l'ensemble du territoire de la région et qui maillent ce territoire-là. Et puis, la présence d'un écosystème qui est, on va dire, bien intégré et qui travaille main dans la main. Et on a pu le voir, hein, nous, côté BPI France, mais on travaille avec tous les acteurs. On travaille avec l'ADEME, la région, l'UEMM, les OPCO2I, les CCI. Je vais en oublier et je vais me faire gronder. Mais voilà, et on travaille main dans la main avec l'ensemble de cet écosystème. Et c'est ça la force de la région Occitanie pour accueillir des nouveaux industriels. Très bien, jouer collectif, on va dire que ça va être le mot de la fin. Mesdames, Messieurs, merci pour vos présentations. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.